Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour quelques minutes qu'on va passer ensemble. On se fixe à peu près 3 parler de recrutement prédictif. C'est un vaste sujet. On est la société Altagile. On commercialise une solution qui s'appelle Softy. Et ce matin, je suis accompagnée de Laurine qui m'accompagne sur ce webinaire pour vous faire un point et une présentation, on l'espère, exhaustive. Pour le dérouler, l'organisation, on va être sur quelque chose de plutôt descendant sur la première demi-heure, dirons-nous. Et puis ensuite, on va vous inviter à poser vos questions et vos réactions pour qu'on puisse y répondre lors du dernier quart d'heure et puis qu'on puisse avoir un échange avec vous. On est parti. On a souhaité parler de recrutement prédictif pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on est dans une mutation de manière globale de nos missions, nous les recruteurs, puisque je pense que derrière les écrans, on a beaucoup de recruteurs, et qu'on va tout d'abord dérouler le constat dans lequel l'environnement RH a évolué ces 5 à 8 dernières années. Pourquoi l'analyse, de manière générale, les data et l'analyse ont pris autant de poids dans notre gestion RH, et puis enfin, comment les traiter pour arriver à une analyse prédictive. On traitera exclusivement le volet recrutement aujourd'hui. On sait que l'analyse prédictive dans le monde des ressources humaines peut aussi être appliquée à la gestion des carrières, aux rémunérations, à la gestion du temps. C'est pas le sujet aujourd'hui. On reste très concentré sur le recrutement. Donc, comme je vous le disais, on va faire un premier point sur le contexte. Le contexte, c'est que 90% des données qui existent aujourd'hui dans le monde ont été créées au cours des 2 dernières années. Ce qui veut dire qu'on est dans une ère aujourd'hui, comme vous le savez, une révolution digitale. On a connu 3 grandes révolutions industrielles au cours des derniers siècles. On a la chance, nous, actifs, de se trouver au cœur d'une révolution industrielle. Alors, au cœur, ça veut dire que c'est passionnant parce qu'on a des méthodologies, parce que tout est à construire, et en même temps, ça nous bouscule. 90% des données actuelles créées au cours des 2 dernières années, autant dire que vous avez une idée de ce qui va se passer dans les futures années, et l'importance et l'impact de la création et de la gestion des données. 23 à 93% en 5 ans des DRH se servent des réseaux sociaux et des sites d'annonces. Il n'y a pas si longtemps, on se met 7-8 ans en arrière, on est recruteur, on cherche un profil, on va aller diffuser une annonce dans le journal local ou alors dans la presse spécialisée. Aujourd'hui, on voit bien que les moyens de communication de nos offres d'emploi ont énormément évolué. On n'imagine pas aujourd'hui recruter sans Internet. Enfin, 30% des entreprises utiliseront l'analyse prédictive en 2020. C'est sur ce chiffre-là qu'on va s'attarder, puisque les entreprises, il y a une prise de conscience depuis 2 ans, une vraie prise de conscience sur l'impact du prédictif sur le recrutement. Et puis, 7 actifs sur 10 estiment que la révolution numérique a déjà transformé leur métier. C'est représentatif de l'essence des missions que nous menons tous les jours. On peut penser qu'il y a déjà 3 ans, on ne menait pas du tout nos métiers de la même façon. Alors, les processus RH affectés par l'IA, on parle bien sûr d'intelligence artificielle, je pense que tout le monde l'aura compris, et de l'impact. Donc, bien sûr, suivi du temps et des présences. Là, l'idée, c'était vraiment de faire un point sur le contexte global des process RH qui vont évoluer avec cette révolution digitale. Le recrutement et la sélection arrivent en 2e place, c'est ce que je voulais souligner. Et puis, vous voyez la suite, les rémunérations, formation et la gestion des performances. Autant dire que si on regarde cette diapo, on voit que tous les niveaux quasiment des ressources humaines sont impactés par la gestion des données et par demain l'intelligence artificielle. Alors, les enjeux, j'ai souhaité les répertorier en 3 points parce qu'il y en a des dizaines de points quasiment aujourd'hui. L'enjeu des RH qu'on qualifiera 3.0, donc les nouveaux RH connectés et qui se tournent vers l'avenir. Le premier enjeu qu'on a souhaité mettre en lumière, c'est traiter les données.
Traiter les données parce qu'on a vu que les données, on en créait, on en construisait, on en stockait de plus en plus. Et aujourd'hui, la question sur les 4V du big data, les 4V du traitement de ces données, c'est comment bien les traiter. Comment bien les traiter d'un point de vue recrutement? Eh bien, ça va être notamment sur les CV dans un premier temps. On va avoir d'autres données qu'on peut collecter des candidats et qu'on peut analyser. Mais tout d'abord, on va commencer par le CV. On a parlé de la communication sur l'offre d'emploi. Ensuite, il y a les CV. Les CV, on voit qu'on a 80% des recruteurs qui passent moins d'1 minute dessus. Moins d'1 minute dans le traitement des données, on estime que on va aller chercher une expérience, un diplôme et de manière très superficielle parce qu'à un moment donné, on a un tas de CV, il faut faire une présélection. Et faire une présélection en moins d'1 minute avec un volume de données important, c'est complexe. Donc, le traitement des données, bien sûr, reste au cœur des enjeux de demain. Le marketing RH, je vais passer rapidement, mais c'est quand même important d'avoir en tête que demain, le recruteur doit être aussi le chargé de communication emploi, je dirais, puisqu'on parle d'image employeur, puisqu'on voit que les candidats utilisent majoritairement leur téléphone pour chercher un emploi, ce qui veut dire très clairement que si vous n'avez pas de site carrière, notamment responsive, qui est donc adaptable mobile tablette, vous allez vous passer de grands nombres de candidats. Et les canaux utilisés pour recruter, bien sûr, Internet. Donc, être en veille d'un point de vue recruteur sur tous ces outils, site carrière, image d'entreprise, image employeur, réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, connecter ces pratiques. Aujourd'hui, on peut plus se permettre, si vous êtes multi-site ou multi-manager sur le recrutement, de travailler chacun dans son coin d'un point de vue expérience utilisateur pour le candidat et aussi pour vous. On va parler aujourd'hui aussi beaucoup de collaboratif sur cette analyse prédictive. Et puis, force de constater que nos métiers évoluent et qu'on a de nouveaux enjeux recruteurs à relever. Maintenant, projetons-nous, puisque nous avons fait un constat de notre environnement. Vous avez certainement pu prendre connaissance de la dernière étude Dell qui fait référence au fait que 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Là, il y a une vraie interrogation à se poser. Comment on recrute aujourd'hui des collaborateurs, sachant que dans 10 ans, pour 80% d'entre eux, on ne connaît pas leur métier, tellement cette révolution numérique nous amène à une mutation extra rapide de nos missions, de nos fonctions et de nos métiers. Donc, à un moment donné, quand on fait une sélection de candidats, quand on analyse, on va se pencher sur des compétences qui seront les plus recherchées là en 2030, mais qui sont importantes dès aujourd'hui. On doit être en amont, en prédictif donc, qui vont être finalement de la créativité, de la logique, de l'intelligence émotionnelle, de l'affinité technologique, heureusement, et une capacité de jugement. Quand ces compétences ont été recensées, finalement, il y a une certaine logique à se dire le métier et les fonctions vont évoluer tellement vite que quelqu'un qui ne présenterait pas ses compétences naturelles, ses aptitudes, aura du mal à évoluer dans le monde de l'emploi de demain. Nous, recruteurs, ça doit nous faire prendre du recul sur notre manière de présélectionner et de sélectionner des candidats pour qu'ils réussissent demain dans l'emploi de manière prédictive. Aujourd'hui, ce qu'on a tendance à voir, recruteurs français, je crois qu'on n'a que des gens de France, c'est qu'on a une culture du recrutement qui est basée sur l'instant T. Donc, on est à l'antinomie du prédictif. Je cherche un vendeur de fenêtres pour demain matin, et idéalement, sur son CV, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher qu'il connaisse les produits, donc qu'il ait déjà fait de la vente de fenêtres, qu'il ait fait une école de commerce parce que c'est un poste de vendeur, et s'il peut connaître notre logiciel et notre clientèle, c'est encore mieux. C'est notre façon de raisonner, et c'est la méthodologie qui est appliquée dans la plupart des cas. Cette méthodologie, elle est tout sauf prédictive, elle répond à un besoin, à un instant T, mais par rapport à l'évolution et à ce qu'on est en train de vivre,
on est en train de ramer à contresens quasiment, ce qui va forcément générer ce qu'on connaît aujourd'hui. On a 60% des personnes recrutées qui resteront pas 18 mois dans l'entreprise. Ça nous conduit à se poser la question du degré d'importance des éléments suivants dans la sélection d'un candidat. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, on voit ces critères énormément évoluer. Le savoir-être, la personnalité arrivent en critère le plus important pour garantir un bon recrutement avant l'expérience et avant le diplôme, qui étaient, il y a encore quelques temps, les deux éléments sélectifs. Donc, le recrutement prédictif, on y arrive maintenant qu'on a vu et que cette introduction est passée. Qu'est-ce que le recrutement prédictif? Ça va être la collecte de données, la capacité de les croiser et de les analyser avec un algorithme, c'est-à-dire avec une machine, avec quelque chose derrière, un système informatique qui va permettre de croiser ces données pour les analyser et les comprendre au mieux. On va revenir justement sur le vendeur de fenêtres, puisqu'on voit que 80% des entreprises aujourd'hui basent leurs critères de recherche sur le savoir-faire. Le savoir-faire, qu'est-ce? Expérience, compétence. On cherche quelqu'un qui connaisse le job pour le faire dès demain matin. Une précision sur notre vendeur de fenêtres. Le marché évolue. On a vu qu'on était dans un monde professionnel qui avançait à vitesse grand V. Dans 18 mois, ou même que 12 mois parfois, il se trouve que le marché a connu une mutation importante et que plus personne ne veut de fenêtres. On va vendre un nouveau produit qui seront exclusivement des porte-fenêtres. Si le vendeur, à un moment donné, n'a pas le potentiel, la capacité et le savoir-être qui sont la motivation et l'esprit flexible pour aller vendre des porte-fenêtres, ce pourra être le meilleur vendeur de fenêtres qui deviendra le pire vendeur de porte-fenêtres. C'est un exemple assez caricatural, mais qui vous permet de bien comprendre comment l'analyse prédictive doit prendre en compte, non pas de notre point de vue, que le savoir-faire, c'est-à-dire on ne va pas aller chercher que des gens qui ont travaillé au même endroit et qui ont le même diplôme, mais ce triangle qui représente notre méthodologie et la manière dont sont construits nos outils, donc sous 3 angles, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir. C'est l'équilibre parfait pour aller vers une méthodologie prédictive complète et globale. On voit que c'est la capacité d'un individu, on parle de capacité, on va parler donc de capacité intellectuelle à un moment donné, de potentiel. Attention, le potentiel n'est pas forcément corrélé au diplôme. C'est là où ça devient intéressant. Et sur le savoir-être, on va parler de personnalité, de sens de motivation. Pourquoi se tourner vers l'analyse prédictive? Alors, si vous êtes là, déjà, c'est que il y a un intérêt ou au moins il y a de la curiosité. On n'est pas là pour chercher à vous convaincre, mais on est là pour vous expliquer en quoi ça peut avoir des avantages demain. Gain de temps. Gain de temps parce que quand on a réussi à trouver un outil qui nous aide à créer cette analyse prédictive, on a un système d'automatisation qui va pouvoir se mettre en place. Rationaliser ses processus internes. Là, c'est très important et je vais coupler mes commentaires avec objectiver ses décisions. Rationaliser ses processus internes, c'est que chacun n'ait pas ses critères dans son coin. Alors, bien sûr que selon le job, les critères de sélection peuvent évoluer. Mais à un moment donné, les valeurs de l'entreprise, la méthodologie de recrutement, pour qu'il y ait une cohérence dans les profils recrutés, il faut qu'il y ait une homogénéité sur les processus qui soient mis en place. Et puis, objectiver ces décisions, eh bien, on revient au traitement des données. Le traitement des données, on voit qu'on passe moins d'1 minute sur un CV. À un moment donné, comment on peut objectiver une décision en passant moins d'1 minute à sélectionner un candidat ou à le présélectionner sur un CV qui va être simplement une liste de ses expériences et de ses diplômes. Objectiver ces décisions, on a fait des tests de notre côté. Des RH de même entreprise, on leur donne une pile de 20 CV, on leur demande pour le même poste de sortir 3 CV correspondants à la fiche de fonction. Sur les personnes qui étaient présentes n'ont pas sorti les mêmes CV. Il n'y a pas des meilleurs recruteurs, des moins bons recruteurs. Il y a simplement
sur une présélection, je parle bien là de présélection, sur une présélection de candidats, un biais psychologique. Le biais psychologique, il est inconscient. Ce peut être la couleur du CV, les hobbies, la ville, l'année de naissance, la photo et d'autres informations connexes qui vont orienter une présélection. D'où le fait de mettre éventuellement une méthodologie en place et d'objectiver des décisions. Pourquoi l'analyse prédictive? Gérer, analyser une multitude d'informations. On a bien vu l'impact des datas et l'importance aujourd'hui de savoir les structurer, de les donner et les analyser. Fiabiliser ces recrutements, puisque les entreprises qui aujourd'hui sont rentrées dans ces analyses font état d'une qualité largement augmentée dans leur processus de recrutement. Et donc, par conséquent, on va pouvoir limiter le turnover. Ou en tout cas, tirer vers une limite du turnover. Alors, voilà, on a vu pourquoi, quelle méthodologie, quelle philosophie, comment on arrive à un moment donné à rentrer dans une démarche prédictive, mais maintenant, comment on peut la mettre en place. Alors, la mettre en place, c'est quelque chose d'assez, j'allais dire, personnel et spécifique à chaque entreprise. Il s'agit déjà de travailler sur un référentiel par critère. Quels sont les postes que je recrute? Quels sont les éléments et les critères déterminants à l'embauche pour ce poste? Savoir-être, tout d'abord, savoir-faire, potentiel, diplôme. À un moment donné, comme il y en a eu une mode il y a une quinzaine d'années de créer une fiche de poste sur chaque fonction, eh bien, ça va être de créer un référentiel de critères par poste pour pouvoir avoir une balise qui soit fiable au moment de cette présélection. Intégrer des outils objectifs de mesure. Alors, les outils objectifs de mesure, qu'est-ce? On va parler naturellement de parsing de CV, des solutions qui vont pouvoir lire le CV et sortir des mots-clés de manière à contourner notre biais psychologique de recruteur. On va parler d'évaluation, alors de compétences, de potentiel, des évaluations métiers, des évaluations de langue ou d'autres critères qui ont été des balises sur des critères très objectifs. Aujourd'hui, je prends un exemple. Quand on cherche une assistante bilingue et qu'à un moment donné, on a 30 CV et qu'il y a sur 80%, on va avoir marqué anglais courant, comment on fait pour sélectionner la meilleure assistante bilingue en partant d'une balise anglais obligatoire et niveau courant. Si en amont, on a pu évaluer le niveau d'anglais, notre présélection de candidats sera objective puisqu'on va s'attarder et se concentrer sur, par exemple, les 5 candidats qui ont le meilleur résultat au test. Là, on est déjà dans du prédictif. Et puis, bien sûr, il faut une volonté d'entrer dans la démarche et de se faire accompagner. De manière concrète, on reprend notre triangle et nos 3 angles tout à l'heure sur le savoir-faire, le savoir-être et le savoir. On rappelle que le savoir-faire, bien sûr, c'est l'opérationnel demain matin qui peuvent se combiner par les expériences et les compétences. Le savoir-être, la personnalité, les sources de motivation. Et puis le savoir, potentiel et diplôme. Dans une démarche prédictive, par exemple, une fois qu'on a travaillé sur ce triangle et qu'on s'est dit, le savoir-faire, j'attends 3 ans d'expérience avec des compétences sur la négociation. La personnalité, j'ai besoin de quelqu'un de flexible, j'ai besoin de quelqu'un d'impliqué, j'ai besoin de quelqu'un d'extraverti. Le diplôme, selon les entreprises, il est important ou non de mettre une balise. Et puis un potentiel intellectuel que je vais pouvoir mesurer et qui va me permettre d'objectiver toujours ma décision sur le potentiel et la capacité d'adaptation et de compréhension de mon candidat. À partir de là, on part de notre balise, on part de notre analyse par critère et on le transforme en outil sur des questionnaires techniques, des tests de personnalité et d'autres types d'analyses. Il est important de garder quelques minutes aussi pour faire un point parce qu'il est important de rester objectif sur les limites. Les limites, on peut en parler quelques instants de ces analyses prédictives qui sont des aides à la présélection des candidats, donc sur des critères très objectifs. C'est le clonage de profil sur des éléments contractuels.
Google, il y a 2 ans, met en place cette démarche qu'on qualifie de prédictive, en se disant que les bons profils qui travaillent chez eux, donc référentiel en amont, ce qu'on a vu, ils analysent leur référentiel en disant les meilleurs collaborateurs sont passés par telle école et ont travaillé dans telles entreprises ou ont eu tel parcours. Et à partir de là, ils vont aller recruter une masse importante de personnes qui présentent les mêmes profils, c'est-à-dire une formation similaire et un parcours d'expérience similaire. Ils arrêtent au bout de 2 ans parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont simplement, dans leur méthode prédictive, oublié de prendre en compte l'impact de la personnalité et l'impact du potentiel. D'où l'idée d'avoir quelque chose de très équilibré et de réfléchir de manière globale quand on entre dans une démarche prédictive. Quand on crée son référentiel, de ne pas se baser exclusivement sur l'expérience ou sur le diplôme, mais il y a d'autres critères. Si vous prenez les 5 meilleures personnes qui réussissent dans un poste dans votre entreprise, certainement que vous allez pouvoir corréler certains facteurs, mais il y a aussi des facteurs de personnalité, des facteurs de potentiel que vous ne devez pas sous-estimer à ce moment-là. Parce que se dire qu'on prend que des futurs collaborateurs qui sortent de la même école, c'est dangereux. Les normes de groupe, alors ça c'est pareil. Quand on rentre dans une démarche prédictive, il y a quelque chose aujourd'hui qui est compliqué, c'est le groupe. On va recruter différents collaborateurs et puis à un moment donné, ils vont travailler en équipe et des normes de groupe vont se créer. Ça, c'est non quantifiable. Donc, il y a aussi une bienveillance du recruteur et une intelligence, d'où le fait que l'humain reste au cœur du processus du recrutement, même s'il est aidé par la machine. On parle aujourd'hui de recruteurs augmentés, on ne parle pas de recruteurs automatiques. Les outils sont au service du recruteur et ne remplacent pas le recruteur, bien entendu et bien heureusement d'ailleurs. Les normes de groupe sont non quantifiables. Au recruteur de connaître ses équipes et de se dire que s'il a quelqu'un d'introverti dans cette équipe, peut-être que d'aller chercher justement un savoir-être, une personnalité plus extravertie créera un équilibre. Là, ça devient intéressant, mais on est dans les limites de la machine automatique sur le prédictif. Un environnement mouvant, bien sûr que les critères et les balises que vous mettez en place aujourd'hui, il se peut que dans 18 mois, 2 ans, elles aient considérablement évolué. Donc, toujours être connecté au présent et pas au passé. Et puis, data contre humain, j'en ai dit un mot. Il me semble important d'en préciser la pensée. Bien sûr qu'on parle de data dans le recrutement. Moi, j'ai un grand sens des valeurs humaines et de l'importance que peut avoir le métier du consultant, du recruteur, sa valeur ajoutée. Pour moi, la valeur ajoutée du recruteur, elle commence bien sûr à la présélection, mais la présélection, on a vu que étant humain, on peut avoir des biais. Elle a vraiment une valeur ajoutée du moment où les candidats ont été présélectionnés, alors avec l'aide d'outils, pourquoi pas, et qu'à un moment donné, ils sont dans le bureau du recruteur. Là, il se joue quelque chose qui est une relation humaine, ce qu'on appelle le one-to-one, et que la machine, de mon point de vue, ne pourra pas remplacer. Voilà, on tient les délais parce qu'on sait qu'on a des gens qui nous rejoignent et pour qui il est important de pouvoir suivre le planning de la journée. Un mot sur l'analyse prédictive. Alors nous, on propose un produit qui s'appelle Softy, c'est ce qu'on appelle un ATS, un gestionnaire de candidature. Ça a la particularité de pouvoir poster les annonces, avoir un site carrière, faire de la multidiffusion. On a les grandes fonctionnalités d'un gestionnaire de candidature, mais on a aussi, et surtout, c'est là où on a une réelle puissance dans notre outil, c'est qu'on a un algorithme qui travaille sur l'analyse des candidatures entrantes sur 4 critères qui sont la personnalité, le diplôme, l'expérience et la localisation. Cet algorithme étant pondérable, ce qui veut dire qu'une entreprise qui rentre dans une démarche prédictive va pouvoir pondérer chaque critère pour avoir un algorithme finalement qui lui ressemble. Voilà, vous pourrez reprendre contact avec nous pour qu'on parle plus largement de Softy. L'idée aujourd'hui, c'est pas de faire une démo produit, mais vraiment de rester centré sur le sujet qui nous intéresse.
Et il est 30, on est parfaitement dans le timing, donc on va pouvoir prendre les questions qui nous ont été posées. Alors, aurons-nous le support? Oui. Première question de manière très pragmatique, nous vous communiquerons le support, sachant que ce webinaire sera disponible en VOD, en replay. Alors, les questions arrivent. Qu'entendez-vous par localisation? On a un algorithme qui fonctionne avec la localisation du candidat qui prend en compte sa mobilité. Donc, pas que la ville dans laquelle il réside à l'instant T, mais la mobilité du candidat. J'ai du mal à comprendre concrètement la mise en œuvre. Quand on reçoit, par exemple, 80 CV pour un poste, comment évaluer la personnalité, vu que ce n'est pas très souvent sur les CV. Pas faire passer le test perso à tout le monde. Alors, quand j'ai une question d'une personne qui est vraiment intéressante en disant on ne peut pas faire passer des tests à tout le monde en amont de la candidature. Et mais pourquoi pas? Finalement, pourquoi on ne s'autorise pas à le faire? D'ailleurs, nous, avec notre outil, quand vous créez une annonce, vous créez un chemin de candidature. On a de nombreux clients et de plus en plus aujourd'hui qui mettent un test de personnalité à la création de l'annonce et au moment où le candidat postule. Alors, ça a deux avantages. Ça a un avantage pour le candidat. Il va vivre une expérience, ce qu'on appelle une expérience candidat utilisateur, qui est très valorisante pour votre entreprise. On va s'intéresser à lui pour autre chose que son CV. Alors, un test de personnalité, ça prend une dizaine de minutes, c'est compatible avec le téléphone. Donc, le candidat, au moment où il postule, il répond à ce test de personnalité. Il se dit, tiens, c'est différenciant. Et puis, vous, comme recruteur, vous avez de la donnée et vous avez un système derrière, éventuellement, qui va l'analyser. Donc, si c'est possible, pour 80 personnes, on a même des clients où on voit des offres contenant plus de 200 candidats qui ont été tous analysés sur un côté savoir-être et test de personnalité. Ça, c'est vu. Alors, les données sur la personnalité, ça, c'est toujours une grande question. Nous, on travaille avec la psychométrie. Donc, quand on parle d'analyse de personnalité, analyse de savoir-être, on reste sur quelque chose de psychométrique. La psychométrie, c'est quoi? C'est de la psychologie appliquée aux statistiques. Donc, on reste sur une analyse, une théorie qu'on appelle le Big Five. Pour ce faire, on travaille avec l'IRP, qui est l'Institut en recherche psychologique à Montréal. Pourquoi? Parce qu'après différentes recherches et en ayant bien analysé ce marché de l'édition, on a fait un constat qui est que les Canadiens sont les leaders et ont une avance considérable sur l'évaluation de capital humain. Et pour nous, c'était important de travailler avec des gens qui sont en avance sur cette réflexion. Pour information, États-Unis, Canada, aujourd'hui, les candidats passent quasiment systématiquement un test de potentiel ou un test de personnalité en amont de la candidature. Bien des entreprises, même américaines, ne demandent pas le CV, mais vont baser leurs critères de présélection sur ces résultats-là. Alors, l'analyse du CV pour que l'algorithme puisse faire correctement son travail. Dans l'analyse du CV, pour que l'algorithme puisse faire correctement son travail, ça suppose que le CV soit parfaitement complété, ce qui est rarement le cas. Alors, en effet, on reste sur du déclaratif candidat quand on fait une analyse de CV, sachant que nous, on a un système de parsing de CV qui permet d'aller chercher justement les mots-clés pour pouvoir l'analyser au mieux. Prenez-vous en compte la notion de RGPD? Bien sûr. On a fait, ça a été le mois de mai 2018 fut bien chargé pour l'équipe Altagile. Il était hors de question de pas offrir une sécurité à nos candidats, ce qui était déjà le cas avant. Il a fallu simplement qu'on crée un guide pour le justifier. Mais en fait, tous les candidats créent leur espace sur un site carrière qui est dédié à nos clients. Donc, à tout moment, ils peuvent modifier, supprimer leur profil. Ils ont la main sur leurs données et au bout de 2 ans, on leur propose de supprimer automatiquement leurs données et sans réponse de leur part, les données sont supprimées.
Alors, l'adresse du candidat n'est pas un critère discriminant puisqu'on nous pose la question. C'est simplement qu'aujourd'hui, on va travailler sur la mobilité. Donc, un candidat qui habite à Marseille et qui postule à Paris, mais qui nous a fait part de sa mobilité à Paris, c'est pas, ce sera pas discriminant. C'est simplement si un candidat n'est pas mobile sur le poste, bien sûr qu'on va l'indiquer dans cet algorithme. Aujourd'hui, on nous pose la question sur une compatibilité LinkedIn. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à créer un pont avec LinkedIn. Le seul pont qu'on a, c'est la possibilité d'aller publier les offres directement sur leur service. Très bien. Il semble qu'on ait fait le tour des questions. Ah non. L'outil analyse-t-il le CV? Super question. L'outil analyse-t-il juste le CV ou va-t-il scanner le reste du web? Eh bien, aujourd'hui, il va juste analyser le CV. On vient de parler RGPD. Moi, j'ai un petit souci pour aller parser toutes les informations sur Internet d'un candidat et de les compiler sans avoir son accord. C'est une question qu'on s'est posée. Il y a une mode en ce moment sur ce genre de système. Pour moi, le candidat, il vous donne de l'information, il doit la maîtriser. Donc, si on veut être compliant RGPD, il est mieux que le candidat maîtrise son information, donc on n'aille pas faire du parsing sur Internet de manière globale. C'est une histoire d'éthique là pour moi. Alors, si ce sont des données publiques, le candidat doit quand même, doit quand même être maître de ces informations. Donc aujourd'hui, on analyse exclusivement avec les éléments que le candidat fournira dans sa réponse structurée à l'offre d'emploi. Et bien, parfait. J'espère qu'on a pu répondre et qu'aujourd'hui, après avoir passé 40 minutes ensemble, vous avez une vision plus précise de ce qu'est une démarche prédictive. Pourquoi aujourd'hui on parle de recrutement prédictif dans notre environnement de travail, l'ampleur que ça peut prendre dans les années futures. On voit ce qui s'est passé notamment dans la finance et dans la santé. Ce sont les deux secteurs d'activité qui ont été touchés en premier par l'analyse prédictive. Alors la finance, il y a déjà bien longtemps, puisque quand on parle à des investisseurs ou à des financiers, eh ben, ils font du travail prédictif depuis longtemps. Aujourd'hui, ils s'appuient sur des outils qui les aident considérablement. La santé, il y a des grosses réflexions et des choses très intéressantes qui se font dans le prédictif aujourd'hui. Que les ressources humaines, ils sont impactés, ça me semble tout à fait logique quand on voit l'impact qu'ont les ressources humaines dans une entreprise et notamment le volet recrutement sur la gestion des talents qui est bien souvent un des enjeux primordiaux des entreprises. Sur le coût de l'outil, on nous pose des questions. On vous invitera à revenir vers nous parce qu'il n'y a pas de tabou. Si vous allez sur notre site internet recrutement.softy.pro, vous allez trouver des infos. Après, ça dépend de la taille de l'entreprise, du nombre de recrutements. Donc, c'est difficile de vous donner un prix comme ça. Vous trouverez déjà des indications en ligne. Et puis, Laurine et moi sommes à votre disposition si vous voulez aller plus loin. Puisqu'on ne voit pas de nouvelles questions arriver, il me semble, Laurine, que c'est le moment de vous remercier d'avoir participé en espérant que vous ayez passé un bon moment avec nous et on est bien sûr à votre disposition pour échanger davantage. Et puis, on va vous envoyer le lien de ce webinaire de ce matin. Très bonne journée à vous tous et merci de votre participation. À bientôt.